Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Je voulais, dire quelques mots en ce début d'après-midi, vous introduire cette dernière demi-journée. Déjà en donnant quelques remerciements au conseil départemental. Madame Fumery était là ce matin. Charlotte Panier est là encore cet après-midi, chargée de mission. Merci Charlotte de votre présence pendant toute cette journée. Merci pour le soutien du conseil départemental au Ménestrel depuis de longues années et depuis 6 ans maintenant dans le cadre du pôle ressources. Remercier aussi les mairies de Chantilly, les mairies de Gouvieux, communauté de communes de Chantilly et de l'Aire cantilienne qui nous soutiennent. Isabelle Vauchetoviez a pu être là hier. Merci à la FEA pour la co-organisation de cet événement. David, ça a été un grand plaisir et un grand honneur de travailler à la co-organisation ensemble. Merci pour la qualité de nos échanges et de tout ce qu'on a pu organiser ensemble. Merci aussi pour ce que tu as pu nous apporter. On n'aurait pas pu organiser cet événement tout seul, on a eu besoin de la fédération. Merci pour cela. Je voulais remercier les équipes du Ménestrel, les équipes Petite Enfance. Merci à Hélène aussi pour cet atelier Bellissimo tellement émouvant ce matin. C'est toujours des beaux moments. Merci à notre directrice Agnès. Tu as été applaudie tout à l'heure. Tu le mérites tellement. Tu t'es engagée vraiment à fond pour cet événement. Et oui, merci à toi. Dès à présent également, remercier tous nos intervenants de marque, notamment ceux qui vont intervenir cet après-midi du corps médical. Merci, c'est un honneur pour nous de vous accueillir cet après-midi en ce lieu. Et bien sûr, merci à vous pour votre présence. Je voulais dire quelques mots concernant notre association, concernant le Ménestrel, juste en quelques mots. Donc, la mission de notre association et de notre conservatoire depuis 52 ans maintenant est de donner accès à la musique au plus grand nombre. Donc, au plus grand nombre, vous le savez, vous l'avez compris maintenant, c'est depuis l'âge de 3 mois jusqu'aux seniors, les valides, personnes également en situation de handicap. Notre fondatrice, Paul Charpenay, avait été marquée par l'idée que l'expérience de l'orchestre était fondamentale pour transmettre la passion de la musique aux jeunes. Et c'est sur cette idée qu'est né le Ménestrel en 1973. Le Ménestrel, dans l'esprit du SNOP, agit dans les domaines suivants. Alors on peut passer au slide suivant. Donc, l'EAS, l'enseignement artistique spécialisé, l'EAC, on en a entendu tellement parler déjà depuis hier. C'est principalement pour le Ménestrel des interventions en milieu scolaire sur Chantilly, dans les écoles privées, dans les écoles publiques, mais aussi dans la communauté de communes. La petite enfance, on en a tellement parlé aujourd'hui, c'est encore le sujet cet après-midi. Médiation et droits culturels, intervention dans les EHPAD, les crèches et les médiathèques. Quelque chose qui nous tient à cœur. Adaptation aux enjeux actuels, dispositions financières et pédagogiques, propositions de pédagogie de groupe. Le théâtre au Ménestrel maintenant depuis l'année scolaire dernière, donc ça fait 1 an. Nous sommes très sensibles à la transversalité de l'art, à tout ce qui est aspect environnemental également. On a fait rentrer une mention spéciale sur l'environnement dans nos statuts du Ménestrel il y a plus de 2 ans maintenant. Et puis nos réseaux. On a parlé des réseaux déjà depuis hier, c'est tellement important pour nous. La FEA, l'EMU, l'UDEPA et bien d'autres. Voilà, on peut passer au slide suivant. Nos actions tournées vers l'extérieur avec nos orchestres, avec nos chœurs, nos instruments, nos voix. Tout cela contribue à les actions de diffusion du Ménestrel. Et puis quelques chiffres. Pour moi, les chiffres, c'est ce qui est le plus parlant et je vais terminer par là. Le Ménestrel, aujourd'hui, c'est plus de 500 adhérents. C'est 1000 enfants qui bénéficient de nos actions d'EAC. C'est 37 professeurs diplômés. C'est 2000 heures de bénévolat. Sans le bénévolat, et encore merci à tous nos bénévoles et à ceux qui étaient présents aussi sur cet événement, qui nous ont aidés à véhiculer des intervenants et autres. Sans les bénévoles, notre association, on ne pourrait pas survivre. Donc c'est hyper important. 4 orchestres, 4 chœurs et du théâtre. Et puis après, plus sur la petite enfance, les chiffres que j'ai pu donner ce matin. Donc c'est 450 enfants qui sont passés par le dispositif Bellissimo depuis 11 ans déjà. Donc 450, c'est pas rien. Dont 60 chaque année.
Donc 60 enfants bénéficient des cours avec Hélène, avec Émilie et d'autres. Et actuellement, on a 144 élèves qui sont passés par Bébissimo ou qui sont encore à Bébissimo et qui prennent des cours au Ménestrel, que ce soit en cursus ou autre. Voilà. Pour moi, c'est tout. Voilà, donc notre activité Bébissimo en quelques photos, mais vous les avez vues en live ce matin. Voilà, je redonne le micro à Agnès pour l'introduction des tables rondes. Merci, Monsieur le Président. Vous voyez sur la photo du milieu, il y a une petite fille en situation de handicap qui a suivi tous les ateliers Bébissimo. C'est aussi un atelier inclusif. Donc je vais faire venir Marie-Claire Répel, que vous avez vue ce matin. Je vais te demander de te présenter. Et c'est grâce à Marie-Claire Répel que nous allons avoir des intervenants de haute qualité. C'est des personnes que tu as su choisir et rassembler pour nous aujourd'hui. Donc je te remercie beaucoup et je te laisse la parole. Merci. Je vais demander directement aux personnes avec qui je vais co-animer cette table ronde de me rejoindre. Qu'on fasse d'emblée ensemble, tout ensemble. Donc effectivement, je suis Marie-Claire Répel, je suis très liée forcément au Ménestrel, vous l'aurez compris. Et je suis pédopsychiatre, formée en psychiatrie périnatale. La psychiatrie périnatale est devenue vraiment un sujet national et une spécialité dans la spécialité de psychiatrie, avec le contexte des 1000 premiers jours dont vous avez peut-être entendu parler. Donc ça devient une spécialité à part entière, la psychiatrie périnatale. Et j'ai développé donc à l'hôpital de Gonesse une unité de consultation parents-bébés depuis 2018. Donc je suis très sensibilisée à l'accompagnement des tout premiers liens parents-bébés. Et c'est dans ce contexte-là et en lien avec l'activité Bébissimo du Ménestrel que Agnès m'a demandé d'introduire cette table ronde et que j'ai pu solliciter mes collègues qui sont là aujourd'hui. Vous allez voir, je les introduirai au fur et à mesure avant leur présentation. Ce sont des personnes d'une grande richesse. Alors, je suis très honorée, bien sûr, de donner le là de cette table ronde, mais en fait, ce n'est pas moi qui l'ai donné, le là de cette table ronde. Je dirais que c'est Arthur Dalla qui l'a donné tout à l'heure, avec ses vocalises qui nous disent aussi comment la musique nous introduit au langage. Et déjà, une mélopée à part entière, comment les bébés sont des chanteurs avant même de parler. Et je crois aussi oui, que c'est ça que soutient Bébissimo. Voilà. Donc, pour entonner cette table ronde, je voudrais dire et répéter comment le bébé nous étonne, encore et toujours. Je crois que ce matin, on l'a vu, on a tous été étonnés par le bébé. Et que le bébé naît au monde de plusieurs naissances, par le sensoriel accordé. Je crois que le bébé nous étonne dans son être au monde, qui est à la fois le verbe naître et le verbe être, et que cela, ça se sculpte en plusieurs temps. Et que c'est effectivement le sensoriel accordé, dont la musique est un paradigme par excellence, qui vient accorder tous les sens que peut naître le bébé au monde, à lui-même, au monde, aux autres, à la relation. On va voir comment le rythme orchestre pour le bébé tous ses sens et tout son être au monde. Ça, je vais le laisser développer dans les tables de ronde parce que je pense qu'il faut qu'on avance. J'avais envie en prélude de cette table ronde, de vous donner les mots de professionnels de la petite enfance qui nous parlent musicalement de bébé. Alors, je cite d'abord Philippe Bouteloup, qui est musicien, qui s'occupe aussi de la musique et de la santé, et qui a dit que le premier concert musical se joue autour du berceau du bébé qui vient de naître. C'est pour dire l'importance du précoce et du précocissime dans la musique, et peut-être même qu'on ira un peu plus loin que cette phrase tout à l'heure. Je voulais aussi citer Barbara Tillman et Emmanuel Bigan, qui sont aussi des références, je pense, pour Stéphanie, et qui ont beaucoup travaillé sur musique et bébé.
qui nous disent que vraiment les bébés, c'est des musicologues en herbe. En fait, les bébés naissent musiciens. Vous allez voir, c'est ce qu'on va essayer de vous transmettre. Et puis pour terminer, je voudrais citer nos mentors à tous, qui nous chantent à leur façon les bébés. Et entre autres, le professeur Bernard Gols, qui a longtemps hésité entre être chef d'orchestre et qui a fini par faire finalement psychiatrie, et qui est quand même aujourd'hui professeur émérite de psychiatrie à Paris, mais qui a beaucoup du coup travaillé sur les bébés et la musique, et qui nous dit que vraiment le bébé, c'est un chef d'orchestre qui va co-créer avec son parent toute une interaction, toutes des interactions qui vont l'aider à se développer. Et c'est dans cette danse des interactions qu'on va essayer de vous entraîner dans cette table ronde ensemble. Alors pour commencer, notre première interlocutrice, ça sera Stéphanie Lefebvre, que je suis ravie de vous présenter aussi aujourd'hui, qui est musicologue. Je pense que tout est noté derrière, mais elle est musicologue, chanteuse, musicienne, musicothérapeute, auteur-compositeur. Elle fait des enregistrements et elle travaille depuis 2 ans dans un laboratoire, un Baby Lab, aussi récemment créé à Amiens, où elle va emporter les bébés et les prématurés en néonatologie dans la musique et essayer de leur reconstituer l'enveloppe sonore in utero qui est venue à leur manquer trop tôt. Et donc elle va nous faire vivre ça et l'équipe de recherche enregistre des électroencéphalogrammes à haute résolution et peut voir que la plasticité neuronale des bébés permet, dans l'accordage de la musique, de retrouver des liens au niveau du cerveau et dans sa relation à l'autre. Voilà, donc je vais laisser la parole à Stéphanie qui va nous entraîner dans ce premier concert presque in utero, in musico, pour le bébé. Merci, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation à venir vous communiquer aujourd'hui que, à l'origine, était le rythme. En fait, dès les premiers temps de leur conception, les cellules embryonnaires bougent de manière rythmique. Elles dansent. Elles ont une pulsation entraînée par une vague de contractions qui se produisent de façon isochrone et vont s'accélérer au fur et à mesure de la multiplication cellulaire. C'est ce que nous apprend le biologiste Jean-Léon Maître dans la première saison du désormais célèbre podcast In Utero. Alors, de façon très précoce, le fœtus est plongé dans un environnement sonore rythmique, celui des battements du cœur de la mère, de ses mouvements respiratoires, du rythme de ses pas, de sa prosodie verbale, combinée à ses rythmes internes propres. Et il commence à percevoir tous ces sons de façon très précoce, d'abord par le sens du toucher, qui se développe autour de 14 semaines d'âge gestationnel, avant même que son système auditif ne soit opérant un peu plus tard, mais pas très tard, entre 23 et 25 semaines. C'est-à-dire que quand la mère parle, bien avant que son système auditif ne soit développé, il va percevoir la voix par les vibrations et par le déplacement aussi du diaphragme quand elle va s'exprimer. Le bébé est déplacé. Si les tissus maternels filtrent le son en termes d'intensité et de fréquence, l'information rythmique, quant à elle, reste intacte. Le fœtus perçoit de quelques hertz in utero jusque 700 hertz environ. Les sons les plus graves sont atténués parce qu'ils sont en fait absorbés par le son endogène. Et les sons les plus aigus sont filtrés aussi par le liquide amniotique et la barrière abdominale. L'environnement intra-utérin est d'environ 30 décibels, auxquels s'ajoutent les sons extérieurs qui vont être atténués. Mais voilà, quand on va écouter un concert à 100 décibels, ça va atténuer jusqu'à un certain temps, c'est une certaine quantité, et du coup, il vaut mieux éviter. Sinon, le bébé n'en sera pas protégé. Cette exposition précoce au rythme et au son, notamment les voix, va venir éclairer peut-être le fait que même si son cerveau est encore immature, le bébé né grand prématuré est tout comme le fœtus en capacité d'interagir avec ce qu'il entend.
Alors, au sein du laboratoire Grams, INSERM à Amiens, que j'ai rejoint il y a 2 ans, grâce à la technologie des électroencéphalogrammes haute résolution, une expérimentation très récente a montré que le cerveau d'un bébé de 30 semaines d'âge gestationnel est en capacité de se synchroniser avec un stimulus rythmique pam, 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 et de générer un signal d'erreur lorsqu'un léger décalage temporaire intervient de façon non prédictible dans le pattern rythmique. Les résultats de cette recherche laissent supposer que les capacités d'encodage rythmique de l'enfant favorisent son habileté à se synchroniser dans ses mouvements et réactions avec ses parents ou ses caregivers, et que cette prédisposition à la coordination rythmique serait à même d'engager ses aptitudes sociales et interpersonnelles et de stimuler ses fonctions empathiques. On l'a bien vu ce matin. Mais à la différence du fœtus, le bébé né prématuré n'est plus protégé par la barrière intra-utérine et les sons ne sont plus atténués, ni en termes de décibels, ni de fréquences. Et l'environnement sonore dans lequel il baignait in utero fait place à celui d'une unité de soins néonatale qui peut être distimulant, arythmique, imprédictible, trop fort, trop aigu, auquel le bébé semble s'habituer, mais seulement en apparence. Le bébé est relié à des machines qui vont assurer sa survie, qui ont chacune une alarme. Certaines pouvant aller jusqu'à 2200 Hz, donc toutes à l'aigu du clavier du piano. On repense aux 700 Hz in utero, pour comparer. Sans oublier le bruit de la ventilation des respirateurs, des moteurs des couveuses, qui font souvent dépasser le niveau sonore requis dans un service de néonat, requis autour de 45-50 décibels. Le tout multiplié par 2 quand on a des chambres doubles, une belle cacophonie parfois. Un lien direct étant établi entre l'expérience auditive et l'expérience sensorielle précoce et le développement du langage, on sait aujourd'hui que plus d'un tiers des bébés nés trop tôt courent le risque, de fait en France, de développer des troubles neurodéveloppementaux d'ordre sensoriel, de la communication sociale, troubles de la coordination, de l'attention ou du comportement. Ainsi, le développement du bébé né immature dans un environnement très médicalisé, mais aussi le risque de privation de l'exposition à la voix de sa mère ou à des moments d'accordage et de synchronisation avec ses parents, qui sont centrales pour son développement, pourrait expliquer cet état de fait. On sait effectivement que les services n'offrent pas tous la possibilité aux parents d'être présents H24, d'autant que ceux-ci peuvent rencontrer des difficultés, problèmes de transport, garde des fratries, souffrances psychologiques, précarité, qui les empêchent de se tenir aux côtés de leur enfant. Alors favoriser l'exposition au rythme des enfants nés prématurés à travers la voix parlée, la voix chantée, la musique, qui donne à vivre des expériences de communication synchronisée, précoce, c'est l'objet des séances de musicothérapie en néonatologie, afin de soutenir le développement de ces bébés. Mais quelle musique leur adresser? Comment s'accorder à leur rythme biologique et au tempo des étapes de leur maturité, tout en se faufilant dans le rythme des soins, ce qui n'est pas toujours simple. Alors pour vous donner un petit exemple, on va maintenant regarder une courte vidéo de mon travail d'il y a quelques années auprès d'un bébé. Il faudrait qu'on puisse entendre le son. Papa. Ouais. Papa. C'est pas le son en fait. On va remettre, voilà. Papa. Je peux vous le faire en direct, je connais la vidéo par cœur. Je fais en direct. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. Alors, tu vas rentrer à la maison maintenant? Tu vas y aller? Tu vas rentrer?
En fait, c'est un peu ça. Désolée. En fait, dans la vidéo, effectivement, je chante la chanson douce que je lui ai chantée pendant plusieurs séances auparavant. Il reconnaît ma voix, semble-t-il. La maman est présente. Et au moment où il s'immisce un sourire, le pitch de ma voix monte. Je l'ai fait là, mais on le fait tous très naturellement, c'est très intuitif. Et donc, en fait, comme on sait que le bébé est compétent, qu'il reconnaît les hauteurs de notes, il va percevoir que j'ai perçu sa réaction. Et en fait, une communication sonore précoce s'installe. Et puis, dans la deuxième partie, c'est plutôt la voix parlée que j'introduis et le bébé fait des comme ça, mais en tour à tour, c'est-à-dire qu'à 37 semaines, dans l'interstice de mes silences, il est capable de répondre, de connaître les codes de communication de sa langue maternelle, qui est le français, à savoir que lorsque l'on parle avec une autre personne, c'est chacun son tour. Du moins en France, peut-être qu'Erika vous montrera que les codes diffèrent selon les cultures. Alors, je reprends Marie-Claire Busnel, qui est une chercheure qui a beaucoup compté pour nous, qui a étudié le développement de l'audition fœtale dans les années 80, 70, 80, 90, qui nous a quittés maintenant. Elle disait « Si le dialogue s'instaure avec le fœtus ou le nouveau-né, même s'ils ne savent ni parler ni comprendre le sens des mots, ils percevront peut-être l'essence du discours. » L'essence est l'apostrophe. Alors, je voudrais maintenant, sans plus tarder, vous présenter le dispositif musical rythme, souffle et voix que j'ai développé en m'appuyant sur mes expériences auprès des bébés nés prématurés depuis plusieurs années maintenant et de leurs parents en néonatologie. Donc, il est basé sur des modèles aussi de pairs, de collègues aux États-Unis, en Allemagne, et puis sur différentes théories. C'est trop court pour vous aller plus loin ici. Alors, ce dispositif musical rythme, souffle et voix se compose du tambour d'océan. C'est un instrument de musique à percussion d'Amérique du Nord, constitué d'une double membrane, à l'intérieur de laquelle sont glissées des petites billes en métal. Et lorsque le tambour est incliné, les petites billes glissent et produisent un son qui fait penser au son de la mer, au son du bruit des vagues sur la grève. Alors, j'ajoute en superposition la senza ou la kalimba. On dit aussi petit piano à pouce. C'est un instrument millénaire d'origine africaine. Un conte de la mythologie bantoue nous raconte que la sansa viendrait rétablir une discordance ou une harmonie perdue entre les êtres. S'ajoute enfin la voix chantée, murmurée, improvisée, bouche fermée. Les trois couches instrumentales de ce dispositif viennent rappeler l'espace tridimensionnel sonore intra-utérin, constitué des sons de souffle, des sons du rythme cardiaque, des petits gargouillis intestinaux, et puis les voix de la mère, de la fratrie, de l'entourage du père, de l'entourage familial du bébé dans lequel il se trouvait plongé. Chaque couche apparaît progressivement, puis disparaît de façon successive, comme des vagues qui viennent faire mémoire aux expériences sensorielles et motrices fœtales. Les oscillations du tambour d'océan rappellent le va-et-vient des mouvements d'inspiration et d'expiration, mais aussi les mouvements du corps du fœtus transporté d'un côté et de l'autre, qui offrent un arrière-plan périodique enveloppant au jeu musical de la senza et puis du chant qui s'ajoute tour à tour et s'exprime de façon proto-mélodique et proto-rythmique. Longue, brève, noire, blanche, se répètent en une berceuse binaire, valse ou barcarolle. La pulsation régulière dissipe l'anxiété. Ce dispositif vise à soutenir l'équilibre du bébé par une musique stable qui ne change pas trop, régulière, avec des répétitions, mais aussi des variations. Sur un mouvement double aller-retour, avant, arrière, le bébé né prématuré peut jouer, rejouer sa danse primaire. D'arpège en anacrouse, quelques mouvements de bouche ou de paupières s'observent, les doigts d'une main se déploient, le corps s'étire un petit peu, et quelques vocalisations s'invitent parfois dans la partition. Alors pour terminer, je voudrais maintenant vous proposer une improvisation avec le tambour d'océan, la senza et la voix-bouche fermée, improvisée. Alors d'expérience, comme nous sommes tous d'anciens fœtus et d'anciens bébés, cette musique peut avoir quelques effets sur la personne adulte. Alors vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon voyage musical.
On vient de vivre un moment magique, in utero, nos tout premiers concerts in musico. Stéphanie nous a fait entendre ses tout premiers concerts autour du bébé. Erika va nous faire entendre les tout premiers concerts du bébé, parce que le bébé, lui, il chante avec cet environnement sonore quand il arrive au monde, il naît musicien. Et il chante. Les mots pour parler de la prosodie musicale du bébé ne manquent pas. On parle du bébé qui babille, qui vocalise, qui roucoule, qui gazouille. Et on va l'entendre en live avec Erika. Alors Erika nous fait l'honneur d'être à cette table ronde avec nous cet après-midi. On se connaît par les réseaux professionnels, mais elle a très spontanément accepté de venir nous rejoindre pour nous parler du travail qu'elle fait dans son Baby Lab à Paris, où justement elle enregistre les premières émissions sonores du bébé. Erika a été lauréate du prix scientifique de la femme brésilienne en 2022. Elle est psychanalyste, donc directrice de ce Baby Lab. Elle est docteure en sciences cognitives et en psycholinguistique, docteure en communication et en sémiotique, directrice de doctorat, vice-présidente de l'association La Cause des bébés, dont on a parlé tout à l'heure et qui fait un travail poignant et remarquable. Et je vais la laisser vous faire écouter les bébés. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, pour ces temps partagés ensemble depuis hier. Je suis très très contente d'être là avec vous et en plus pour parler des savoirs des bébés. Donc voilà, on peut commencer les diapos. Donc moi je parle de l'intrication là dans les ensembles pour penser la clinique, la recherche et la théorie. Pour moi, c'est impossible de dissocier. Donc, au moment qu'on est clinicien, on pense aussi à partir d'une approche théorique. Au moment qu'on fait de la recherche, on a des idées à partir de la clinique. Et tout ça, à mon avis, va revenir sur la théorie de nouveau, encore une fois, parce que la théorie, elle va être transformée jour à jour. Donc, on ne pense pas, on n'a pas les mêmes approches théoriques aujourd'hui qu'on avait dans les 20e. Et on est déjà en 2025, donc il faut vraiment se faire les mises à jour. Donc on pense toujours de façon très transdisciplinaire et très transculturelle. On va voir dans les diapos suivantes que tout ça se passe dans un laboratoire de recherche. On peut jouer là pour les vidéos, comme ça on peut voir juste les lieux où se passent les Baby Lab de l'association CEREP Fimentin, c'est une association française créée par Michel Solé dans les années 70,
qui a d'autres structures. Et la plus nouvelle structure, là, il faut jouer les vidéos en même temps. Merci, Laure. On n'a pas besoin de son, c'est juste les images là de Baby Lab. Donc là, Marie-Claire vient de parler de Bernard Gols. Donc Bernard Gols qui dirige l'association Cérep Fimentin. Moi, je dirige les Baby Lab. Et là, nous avons un petit aperçu du Baby Lab. Donc un Baby Lab, c'est un laboratoire qui fait de la recherche sur les bébés, avec les bébés, et des bébés tout venant. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur les possibilités, les capacités, les compétences. Moi, j'aime bien dire les savoirs du bébé. On passe celui d'après, s'il vous plaît. Moi, j'essaie de gérer les temps comme demandé par Marie-Claire. Hein. Donc là, nous avons un petit exemple de l'équipe du moment. Il manque quelques photos, mais la plupart sont là pour dire qu'on ne fait jamais la recherche tout seul. Ça n'existait pas. Voilà, on fait vraiment tous les temps en équipe, on partage tous les temps. Et là, nous avons donc des collègues au niveau des licences. Ils peuvent faire des stages au Baby Lab avec moi, un master, un doctorat, un post-doctorat et des chercheurs associés. Là, nous avons par exemple Thierry Lafont, qui est chercheur associé et qui vient de la danse. Donc, on va parler des bébés danseurs, des bébés musiciens. Celui d'après, s'il vous plaît. Ici, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à flécher tout de suite comme au resto là. N'hésitez pas, vite faire. Et on peut accéder au podcast qui était fait par Zoé Varier sur France Inter. Et là, nous avons l'occasion, il y a une dizaine d'épisodes, et nous avons l'occasion de savoir un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour du bébé. Qu'est-ce qui s'est passé après, je pense que vous avez tous, à un moment donné dans la vie, étudié Piaget. Donc voilà, après Piaget, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres chercheurs qui ont continué les schémas, comme par exemple Colin Trevartin, qui après était prof en Écosse, Jacques Meller, qui après a créé les Baby Labs de l'école normale, où moi j'étais formée. Donc juste pour donner une idée, on continue à faire de la recherche, à découvrir des choses qui à l'époque, il n'y avait pas de méthodes suffisantes pour ça. Donc aujourd'hui, comme on vient de voir, il y a des méthodes plus objectives qui nous permettent d'aller plus loin. Ici, c'est la possibilité de lire un article sur les bébés et l'art d'écrire dans la revue Spirale. On passe celui d'après, s'il vous plaît. Donc la revue Spirale, c'est une revue transdisciplinaire autour de la petite enfance. Et moi, j'ai la chance d'avoir une rubrique qui s'appelle « Dans la tête du bébé ». Donc, à chaque numéro, je choisis des résultats des recherches que j'essaie de transmettre de façon plus agréable, parce que normalement, en tant que chercheuse, on est obligé de publier en anglais avec tous les détails méthodologiques. Ça fait pas très agréable à lire. Donc, dans la rubrique, j'ai l'occasion d'écrire de façon plutôt j'espère, agréable pour parler des résultats qui, à mon avis, vont changer la façon que nous, on est face à des bébés. Celui d'après, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on pense beaucoup que chaque langue a un rythme. Et là, je vais vous faire écouter 3 langues différentes pour voir les rythmes. Voir les rythmes, c'est pas mal ça. Voilà, donc on va entendre ensemble. La première. Celle de la présence grandissante des populations autochtones à ces événements. Alors rappelez-vous, là c'est bon, vous connaissez. Ans, vous vous souvenez. J'ai pris les mêmes sujets, on parle des COP 30, et là on va entendre les rythmes d'autres langues que peut-être vous ne connaissez pas. Er is een klimaattop in Brazilië, Marcel. Ja, het jaarlijkse feestje. Het jaarlijkse feestje, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. Van de Happy Few, en nou inmiddels Happy 50.000. En l'autre. 50.000 mensen. で、日本のパビリオンっていうのがあって、もうなんかあれじゃないですか、万博みたいですね。ジャパンパビリオンっていうのがあって、その中でそうプレゼンというか。Alors, c'est ça. Chaque langue a son propre rythme. On est dans les mêmes sujets. Peu importe les contenus, on vous laisse entendre un peu comme les bébés. Hein. C'est ça. Donc, les bébés sont là, il y a une langue qui se passe autour de lui. Il ne connaît pas encore les mots, il se laisse aller par
les rythmes. Là, il y a des tableaux quand même plutôt scientifiques pour vous montrer qu'on peut mesurer, on peut faire des calculs par rapport au rythme d'une langue si on fait les calculs de la proportion de consonnes et voyelles. Dans chaque langue, on peut partager les langues du monde en 3 grands groupes. Et on sait, là j'ai pris, vous savez les langues là que nous avons entendues? Non. Japonais, français, et l'autre? Néerlandais, bravo. Ah oui, pas mal. Parce qu'en fait, sont des langues qui sont très différentes par rapport aux critères rythme. C'est pour ça que j'ai choisi les français, parce que vous connaissez ça, mettre dans l'histoire. Et après, les japonais et hollandais sont vraiment dans les tableaux que nous avons des rythmes des langues les plus écartés. D'accord? Et si chaque langue a son rythme, chaque énonciation va avoir une prosodie. Donc la prosodie, c'est les rythmes individuels qu'on va employer à chaque fois qu'on parle. Bien sûr qu'on va suivre les rythmes de la langue. Là, je parle en français avec vous, donc j'essaie de respecter les rythmes de la langue française, même si ce n'est pas ma première langue, donc c'est sûr que je ne respecte pas les rythmes. Je respecte les rythmes d'autres langues, mais à chaque fois qu'on parle, on va employer une rythmicité propre qu'on appelle la prosodie. Par exemple, quand on s'adresse à un bébé, on va s'adresser pas de la même façon, on va employer une autre prosodie. Voilà. Celui d'après, s'il vous plaît. Et on a appris avec Trevartin, qui était élève des Piaget, qui était professeur en Écosse, et Malloch, qui était un partenaire de Trevartin, musicien, jazzman en Australie, qu'il y a déjà, donc ils ont proposé cette idée des communications musicalisées déjà. Voilà, c'est un peu la traduction de l'anglais, mais pour dire que les bébés déjà, il va être en contact avec nous déjà d'une façon musicale, pas forcément la musique comme on va penser avec des instruments, mais la musicalité de la langue. D'accord? Donc, on va voir dans les prochains diapos que les bébés, il va créer des motifs rythmiques, il va moduler la voix, il va varier l'intensité et il fait tout ça en synchronie avec des gestes aussi. Donc, mon intérêt dans les Baby Lab, dans ces moments, on fait plein de recherches, mais on recherche aussi les rapports entre les bébés et l'art, mais pas dans les rapports, qu'est-ce qu'on peut proposer aux bébés. Ça, c'est déjà très bien fait. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ces moments au Baby Lab, c'est qu'est-ce que les bébés produisent déjà. Est-ce qu'on peut considérer les productions de bébés comme étant déjà de l'art ou pas? C'est une question. Donc, on va voir que ce n'est pas trop original. Trevartin a déjà proposé ça dans les années 70. Je vous laisse écouter un petit extrait d'une bébé qui s'appelle Laura avec sa maman, elle a 4 mois. Et on va voir qu'il y a déjà dans cette histoire une façon de raconter une histoire. Donc on va entendre. Come on, again. Come on, then. Il y a 27 secondes. Non, c'est pas bon. On essaie encore. Non? Come on, again. Come on, then. Peut-être j'ai ici, et on peut bricoler. On peut mettre... non, je n'ai pas l'ordi ici. S'il y a le temps à la fin, à la discussion, on peut la mettre. Mais qu'est-ce qu'on pouvait voir? C'était qu'il y a une partie d'introduction. Après, on va voir qu'il y a un développement, il y a un climax et la résolution, comme dans la musique. Et on voit ça dans l'échange entre la mère et les bébés. Et ils ont analysé, on peut passer celui d'après, s'il vous plaît. Donc, ils ont analysé à travers des spectrogrammes. Oui, on avance là. Oui. Donc, pour bien montrer la structure musicale de cet échange entre un bébé très petit et sa maman. Encore. Voilà. Donc, on voit qu'il y a déjà
une pulsation, il y a une qualité de cette variation produite par les bébés et il y a un récit. Il y a vraiment une histoire qui est racontée, même si ce n'est pas avec des mots, peu importe. On ne raconte pas d'histoire qu'avec des mots. En fait, c'est ça la différence. C'était formidable de voir ce matin, comme sans employer des mots, nous avons tout compris avec les bébés ce matin. C'est ça la différence. On pense, nous, les adultes, on pense plutôt de façon langage parlé. On oublie que le langage il est multisensoriel. Regarde-moi, je ne peux pas parler assise, je bouge tous les temps. Donc, il y a l'expression du visage, la prosodie de la voix, les gestes. Tout ça raconte avec les mots. Ce n'est pas que les mots. Et d'où parfois la difficulté de comprendre que les bébés nous parlent déjà. C'est à nous d'entendre, parce qu'en fait, ils ne parlent pas avec des mots et nous sommes très pas forts là pour aller au-delà des mots comme font les bébés. Celui d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit si, dans les Baby Lab de ce REP Fumantin, si on peut déjà voir les productions du bébé et analyser s'il y a des séquences rythmiques, s'il y a des motifs corporels, s'il organise les vocalisations et s'il improvise. Parce qu'il y a ça aussi à voir. Celui d'après, s'il vous plaît. Là, je vous propose d'entendre 2 exemples. Donc, les premiers. Et on va essayer de voir si on dirait, à l'aveugle comme ça, on ne va pas voir les bébés, si on dirait si il est en train plutôt de parler ou de chanter entre un et l'autre. Donc les premiers, s'il vous plaît. Papa. Papa. Ouais. Papa. Ouais. C'est bon. Là, vous direz plutôt chanter ou parler? Chanter? Peut-être on va changer d'idée. Les 12e, s'il vous plaît. Agnès a changé d'idée là. Ah oui, mais voilà, mais c'est dur parce qu'au moment qu'on parle, on chante aussi. Donc c'est pas assez évident, mais c'est très intéressant de voir que les 12e, on a vraiment l'impression qu'ils nous chantent. Voilà. Par rapport au premier, que je dirais plutôt qu'il est en train de faire du babillage avec son père en plus, ba, etc. Celui d'après, s'il vous plaît. Donc on fait dans ce moment une recherche par rapport à la danse, mais comme nous avons vu ce matin, on a du mal à dire qu'est-ce que c'est la danse, qu'est-ce que c'est le chant, qu'est-ce que c'est la musique. Parce qu'en fait, tout se passe ensemble. Donc, on profite et on fait ça avec Thierry Lafont et Manuela Romero. Thierry Lafont qui est chorégraphe, danseur, etc. Manuela qui a un doctorat en danse aussi, qui a fait sa thèse sur la danse et improvisation chez les adultes et maintenant s'intéresse aux bébés. Et dans ces contextes, donc, on travaille avec groupe de 3 enfants à chaque fois et on filme et on a parlé ce matin de l'attention. C'est très intéressant parce que même moi, j'ai proposé à Thierry Lafont tout de suite, on va faire des séances de 15-20 minutes parce qu'après, les bébés ils sont fatigués. C'est ça qu'on est en train de lire tout le temps. Et lui, il dit, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il est fatigué? Je dis, oui, c'est dans la littérature. C'est la chercheuse là qui parle. Elle dit, oui, mais donc on a cherché et la littérature fait que répéter que quelqu'un a dit dans les années 50 que les bébés ont 10 minutes d'attention. Personne n'a prouvé. Ah d'accord, donc on y va, on se lance. Et là, on fait des séances jusqu'au moment que les bébés sont intéressés. Et là, on a des séances de 1 heure, 1h10, avec des enfants très très petits. Donc là, on est en train d'analyser aussi la question de l'attention. En plus, on est en train de voir la question de faire ensemble. Parce qu'on dit aussi que les bébés ne font pas avec l'autre. Chacun fait à côté de l'autre. Pas du tout. Donc là, on fait une recherche sur la danse qui nous permet, on a commencé avec la danse, mais ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin. On a plein de résultats intéressants qui sont contradictoires ou qui vont faire les mises à jour de la théorie d'avant. Celui d'après, s'il vous plaît.
Donc là, je vais vous faire entendre un petit extrait. On va d'abord entendre la référente de ces enfants qui arrivent et va dire à tout à l'heure, comme elle a dit toujours, c'est Marie-Louise, et on va voir 1 minute et demie après qu'est-ce qui se passe dans la vocalisation du bébé. Voilà. Et là, donc, on voit, celui d'après, s'il vous plaît, on voit que dans les résultats que nous avons, des petits résultats partiels, parce qu'on a beaucoup de données analysées encore, donc on a trouvé des synchronisations à la voix, des reprises des motifs, on a trouvé plein de choses intéressantes. Celui d'après, vous avez raison. Et dans une perspective anthropologique, avec des auteurs actuels de l'anthropologie, comme par exemple Descola, Vivet de Zuccato, Ingold, Krenak, on va voir que les bébés, c'est créer les milieux. Donc, c'est quelqu'un qui construit avec nous. Il est totalement acteur de façon esthétique de ce qui se passe autour de lui. Celui d'après, s'il vous plaît. En clinique ou face à des bébés, qu'est-ce qui nous reste? Suivre le bébé, s'accorder à lui. Écoutez déjà qu'il y a là chez les bébés, c'est lui qui fait et qui nous invite à lui rencontrer. C'est lui d'après, s'il vous plaît. Donc, à mon avis, ça change la façon qu'on va voir les bébés, qu'on va travailler avec les bébés. On ne va plus jamais penser les bébés du 20e qui ne faisaient pas, ne savaient pas, étaient vides, qui dépendaient de l'autre pour créer des choses. On passe à un bébé qui c'est un sujet en action, qui est créateur, qui va inventer sa façon de vivre. Donc, la créativité, elle a dès le début, on ne doute pas. La création est sa manière de faire monde pour moi. C'est ça qui fait les bébés. Il n'a pas le choix. Il est obligé de créer. Il ne peut pas faire de notre façon. Voilà. Donc, face à ces impasses, il va inventer, il va trouver, improviser, il va créer. C'est ça. Il faut faire confiance au bébé. Donc, il va vraiment se mettre comme créateur face à nous, c'est à nous de respecter et de reconnaître qu'est-ce que fait les bébés. Alors, je pense que c'était les dernières. On a la biblio, non? On avance. Reconnaître la créativité du bébé. Voilà. Donc, prendre au sérieux les pouvoirs du bébé d'écrire. C'est à ça que je vous invite. Il y a une bibliographie que vous pouvez recevoir aussi après. J'ai dépassé mon temps, mais il y a 1 minute d'un bébé que j'ai ajouté à l'heure de déjeuner pour toi. Parce que Marie-Claire a parlé ce matin du geste, du corps du maestro. Et regarde qu'est-ce que nous avons là. Merci beaucoup. Merci Erika. Le bébé chef d'orchestre, là, je crois que c'est vraiment incarné. On a dit combien le rythme, la musique et la danse sont indissociables. Je vais laisser Lucia Stella, qui est une amie, une collègue et est devenue une amie, nous parler de son projet Accordance. Elle a fait cette thèse avec le fameux professeur Bernard Gols, qui n'est pas devenu chef d'orchestre, mais qui nous a montré que le bébé est un chef d'orchestre. Et elle a développé tout un dispositif Accordance sur l'accordage parent-bébé et la danse. Elle est professeure de danse. Il y a aussi de nombreux titres que vous verrez, mais je vais plutôt te céder la parole, Lucia. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup Marie-Claire et merci Agnès pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. Peut-être on peut lancer le diaporama. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler un petit peu de la notion de rythme, ce qui a été déjà développé, mais déjà dans le mot rythme, en fait, il y a l'idée de mouvement, parce que déjà dans son étymologie, ce qui vient du grec rhythmos, il y a cette idée de ce qui coule, ce qui revient, et donc on a cette idée de mouvement qui est propre déjà dans le mot rythme, en fait. Déjà, quand on parle de rythme, on pense aux sources du rythme dans la nature, par exemple, les gouttes d'eau, la pluie, les vagues de la mer, le chant des oiseaux, tout ça c'est déjà du rythme. Christaki, elle disait l'ordre du mouvement s'appelait rythme, celui de la voix harmonie. Donc on voit comment dans le rythme donne un peu de l'ordre aussi au chaos. Ça permet de séquencer les choses, ça donne un peu une enveloppe contenante et soutenante pour le bébé, mais pas que pour le bébé, pour nous aussi. Et notamment, on voit ça déjà dans les rythmes circadiens, jour-nuit, dans les rythmes respiratoire, cardiaque déjà, donc tout ça c'est de l'ordre, on pourrait dire que le rythme c'est la vie en fait, il y a quelque chose qui est présent tout le temps. Maldini, il parle de l'expérience du rythme comme de l'ordre du sentir et de la communication dans le sentir, et comme on voit dans la slide après, on voit que ces deux citations nous permettent de voir le lien vraiment entre le rythme et le corps. Et si on passe encore à la slide suivante, on peut considérer le rythme comme liant entre régularité et surprise. C'est-à-dire qu'il y a, vous allez me l'enseigner parce que vous êtes musicien d'abord, qu'il y a dans le rythme quelque chose de régulier, mais il y a tous les moments de surprise qui sont aussi propres au rythme. Et il y a par exemple Marcelli qui parle des macro-rythmes et des micro-rythmes dans le bébé. Par exemple, les macro-rythmes étant tous les moments qui scandent la journée, par exemple les soins, les repas, l'endormissement, etc. Et les micro-rythmes, c'est tous les moments de surprise, les moments ludiques que le bébé va développer avec son parent. Et c'est justement dans cette alternance entre macro-rythme et micro-rythme qui va pouvoir développer quelque chose de régulier, qui va, alors Winnicott parle de la continuité d'existence qui est vraiment importante, et c'est la rythmicité qui permet cette continuité d'existence. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc d'un point de vue neuro, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le son, en fait, il va arriver directement au thalamus avant d'arriver au cortex. Je vous la fais simple, évidemment, parce que le temps est court. Mais le thalamus, c'est le siège des émotions, des sentiments, des sensations, alors que le cortex, c'est la fonction, ça recueille en fait l'ensemble des fonctions cognitives, le cortex cérébral, et c'est le siège des perceptions motrices aussi, de la mémoire, du raisonnement. Et donc, c'est aussi pour ça du fait que le son, en fait, il est transmis au thalamus, siège des émotions, qu'on peut considérer la musique comme le langage privilégié de l'affectivité et de l'émotion. Et on peut passer à la slide d'après. Avant de faire le lien entre justement le rythme, le mouvement et l'affect, donc tout ce qui concerne le mouvement aussi, je voudrais pointer un petit peu une chose qui a été un petit peu développée par Erika, qui sont les compétences du bébé. C'est-à-dire que le bébé, d'emblée, il est compétent d'un point de vue rythmique, et on peut voir qu'il a une sensibilité dans un premier temps pour les sons consonnes, mais il distingue en fait le style relationnel, le style musical, on pourrait dire, de son interlocuteur. Donc il va distinguer les sons, la manière, le rythme, on pourrait dire, de la manière de parler de sa mère, de son père, de la puéricultrice à la crèche. Donc il y a une distinction qu'il peut effectuer d'emblée en fait.
Et ça, c'est toutes les recherches de Trevarten, de Malloch qui ont été développées, de Tronic, de Bill, etc. Donc, il y a un autre chercheur que je trouve très intéressant qui nous permet un petit peu de faire le lien avec les affects et comment le rythme, le mouvement et l'affect sont intimement reliés. C'est Daniel Stern qui parle des affects de vitalité. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que le bébé, il n'est pas sensible aux affects catégoriels tels que la joie, la peur, qu'on connaît tous, mais il est sensible au caractère dynamique qui sous-tendent ces affects catégoriels, c'est-à-dire fugaces, tout le vocabulaire du mouvement qui traduit l'émotion. En fait, rapide, presto, donc tout le langage de musical, finalement, il est sensible à tout ça. Et donc, on peut passer à la slide d'après. On voit que le rythme, c'est sa structure. Alors, Albert Sicon, qui était un professeur émérite à l'Université de Lyon, nous dit comment, en fait, le rythme structure la vie psychique. On parle aussi de premier contenant de la vie psychique, donc ça borde, en fait, ça crée une contenance. Et en danse, le rythme donne une qualité particulière au mouvement, en indiquant différentes connotations émotionnelles. Par exemple, lorsque on est dans un tempo rapide, eh ben, ça traduit un mouvement qui est caractérisé par une sorte d'urgence. Donc on a le mouvement soudain qui traduit tout ce qui concerne l'anxiété, le côté un peu nerveux, précipité, urgent, excité, alors que par exemple, tous les mouvements modérés, les mouvements un petit peu ronds, ça donne une connotation de douceur, de sérénité, de tranquillité. Donc on voit comment la temporalité d'un geste, c'est vraiment ce qui donne aussi à voir du côté émotionnel. Et pour ce qui me paraissait intéressant de vous montrer ici, c'est un petit extrait donc du dispositif accordance que j'ai mis en place dans le cadre de ma thèse de doctorat dirigée par le professeur Bernard Goltz, qui a été cité plusieurs fois, que quand on s'occupe de bébés, on ne peut pas ne pas se référer à cet homme, à ce chercheur, cette personnalité incroyable. Et en fait, dans le dispositif accordance, je l'ai vraiment créé comme un dialogue. Il y a d'abord le temps de la mère ou du parent, puis le temps du bébé, pour que d'abord seuls vont expérimenter certains vécus corporels qui n'ont jamais été expérimentés ou alors qui ont été refoulés tout simplement, pour après pouvoir créer cette accordance, cette chorégraphie des liens, où tantôt c'est la mère qui guide cette danse, tantôt c'est le bébé qui se fait chef d'orchestre en fait de cette chorégraphie sensorielle, de cette symphonie, on pourrait la nommer aussi de cette manière-là, qui se tisse entre le parent et le bébé. Donc, je voulais vous montrer quelques extraits. Donc, on pourra lancer la vidéo pour avoir une idée de ce qui se joue au sein de ce dispositif-là. Accordance est un dispositif de soins et de recherche issu de ma thèse de doctorat dirigée par le professeur Bernard Goltz. On observe comment on est installé aujourd'hui à ce moment-là. Il s'agit d'un temps de danse dédié aux soins du parent, du bébé et de leurs interactions. Donc on va voir comment elle est installée notre tête. Est-ce qu'elle est dans l'axe? Est-ce qu'elle est un peu sur le côté? Et puis on va descendre au niveau des épaules. Comment elles sont installées. On va visualiser le corps dans toute sa globalité par rapport à comment on s'est installé. Après un scan corporel chez le parent, on observe le corps du bébé pour mettre des mots sur ce qu'il raconte.
montons à la verticale pour explorer l'espace. Et l'éloignement et le rapprochement entre le parent et le bébé. Nous terminons par une berceuse d'au revoir pour que le parent et le bébé se retrouvent dans un corps à corps afin de retrouver cette unité première. Au fur et à mesure des séances, le parent et le bébé deviennent sujets de leur danse, faisant naître ainsi une chorégraphie des interactions singulières harmonieusement accordées. Et j'en profite juste pour pour remercier l'association Hommes à Pantin qui m'a permis d'accueillir les mamans et les bébés pour cette petite vidéo, qui n'est pas exhaustive parce que c'est un montage, donc on est obligé de couper, voilà, mais qui permet, j'espère en tout cas, d'avoir une petite représentation du travail qui peut être mené grâce à ce dispositif. Et pour vous donner quelques exemples, enfin un petit exemple avant de conclure sur l'intérêt un petit peu de ce temps-là pour le bébé et pour la mère, enfin pour le parent en général, parce que comme vous avez vu, on a aussi des papas qui sont présents. C'est rare, je ne vous cache pas, mais il y a aussi des parents qui sont bien là, enfin des papas. Donc, je vais vous parler de Ellie et de sa maman, qui étaient dans un collage très très fort au début de leur entrée dans l'atelier accordance. Il y avait un son très monocorde de madame. On peut élargir un son monocorde de la relation. Il y avait très peu de partitions rythmiques finalement entre la mère et le bébé. Il y avait quelque chose qui était un peu empêché dans la relation et dans la construction de cette symphonie à deux finalement. L'enfant, il était très instable corporellement. Il y avait il y avait un manque d'échange de regards et de sourires entre le parent et le bébé, avec une mère très déprimée, des difficultés à se tenir, enfin avec un avachissement très très important. Et on voit comment, au fur et à mesure des séances, il y a quelque chose qui s'ouvre à la fois chez madame et à la fois chez le petit, qui permet à ce que petit à petit, ils construisent quelque chose d'un accordage et donc d'une accordance. Notamment, il y a deux petites scènes qui me paraissent assez intéressantes à vous raconter. Déjà, c'est un bébé qui, de fait, de son propre être, il est très sensible au rythme qu'on peut avoir au fur et à mesure des séances au sein des différents temps, comme vous avez pu voir sur la vidéo, et qui est très sensible au mouvement des mains de la mère. Et notamment, par exemple, le tapotement tout au long du corps maternel. Il est très sensible au moment du massage. Et en fait, c'est le rythme corporel, dans un premier temps, il est utilisé par la mère pour apaiser la souffrance du bébé, sauf que parfois ça ne suffit pas et parfois il faut que les thérapeutes puissent prendre le relais pour apaiser davantage cet enfant. Au fur et à mesure des séances, on voit que le rythme corporel qui est celui qui permet d'apaiser l'enfant se charge un petit peu d'une note de vocalisme, c'est-à-dire que la mère peut utiliser sa voix pour accompagner la détresse de son enfant. Et il y a un accordage qui se met en place, notamment le bébé se fait chef d'orchestre de sa mère, c'est-à-dire qu'il va proposer un rythme et attend que la mère et que tout le groupe, parce que c'est un dispositif en groupe, tout le groupe va répondre au rythme du bébé et il va attendre à ce que
ce soit fait pour qu'ils puissent inventer un nouveau rythme et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a un dialogue qui se crée, qui est très émouvant. Et petit à petit, il y a vraiment ce que moi je nomme une accordance, parce qu'il y a quelque chose où la mère peut danser sur la musique de son enfant, qui est faite évidemment par des vocalises, par des rythmes, par des bruitages. Donc il y a l'enfant qui mène la danse et qui permet à ce qu'il y ait quelque chose du plaisir partagé qui peut naître dans cette chorégraphie des liens entre la mère et l'enfant. Et donc pour conclure, on peut voir comment la musique et la danse, je pense que c'est indissociable, on l'a déjà dit, hein. Il y a quelque chose du corps et du son qui vont avec, qui vont ensemble. Et je pense que ce sont deux outils vraiment essentiels pour un développement sensorimoteur, affectif, cognitif et social du bébé. Donc encore bravo pour l'atelier de ce matin, j'en profite, qui était, Bébissimo, c'est vraiment génial, parce que tout le travail du rythme, en fait, dans les différentes formes, permet à ce qu'il y ait un espace qui se crée entre le parent et le bébé, et donc une accordance peut se créer. Et je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis le lien vers mon site internet, si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus la question, et le lien vers le livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Lucia. Sans doute y a-t-il là une pépite pour la Fédération française de l'enseignement artistique, pour ramener musique et danse au bébé. Lucia a amené quelques-uns de ses livres sur lesquels qu'elle a fait paraître à partir de sa thèse, et qu'elle pourra vous dédier si vous voulez vous y plonger et aller à la recherche de ce trésor qu'elle veut nous proposer et qu'elle veut proposer aux mères et aux bébés. Et maintenant, on va vous laisser peut-être réagir, poser vos questions. N'hésitez pas s'il y a besoin d'éclaircissement aussi, puisqu'on a notre langage peut-être parfois très scientifique ou très médical. Donc, allez-y, profitez, elles sont là, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, merci Madame Repel. Donc j'ai le douloureux rôle du chef de gare. Je pense qu'on aura le temps, on a 10 minutes, et je vais faire confiance sur votre esprit de synthèse. Vraiment, je remercie en un mot, la pratique, l'aspect clinique, la recherche, la science, l'expérimentation. Je pense que ça a dû susciter beaucoup d'idées. On aura 3 questions, on doit arrêter dans 9 minutes, parce qu'on a 30 minutes de retard. Donc, voilà, soyez concis et vous aurez des réponses concises. Allez, qui commence? Vous pouvez lever la main. Ah, j'ai fait peur à tout le monde. Non, merci Agnès. Oui, Lucia, une question pour toi. J'ai entendu cet enfant en difficulté avec sa maman et qui a fini par proposer une sollicitation à la maman. Et donc, j'espère que la maman a répondu, parce que ce que je me dis, c'est si jamais la maman qui se sent trop mal ne répond pas, on imagine un peu ce que ça peut faire comme dommage chez l'enfant. Et en espérant que ça ne dure pas trop longtemps pour cet enfant. Oui, tout à fait. Le dispositif, il a duré 30 séances. Donc, ça a permis quand même à cette maman de pouvoir réémerger en tant que sujet, de pouvoir être accompagnée dans sa dépression et donc pouvoir répondre à l'enfant, en effet, de manière tout à fait ajustée. Je vous rassure, les deux vont bien aujourd'hui. Et voilà. Monsieur Prunel, il a toujours une petite question. Alors, Patrick, vas-y. Ouais, ça n'a aucune valeur scientifique, mais pour moi, c'est très touchant, je trouve, de voir comment le développement neurobiologique, il a pour substrat finalement l'amour, la relation du pouvoir de soin, qui est sa mère, quoi. Et j'ai envie de vous remercier de vos recherches. Dans le secret des laboratoires, j'ai envie de dire, mais qui nous éclaire dans notre quotidien. Après, ça éclaire les parents, ça éclaire... et je me dis, à l'opposé de la vie, du côté de la gériatrie, il y a exactement la même chose aussi. C'est magnifique de voir comment on peut donner sens à la fin de vie aussi,
avec d'autres formes de stimulation aussi. Enfin voilà, c'est magnifique. Je suis très touché. Merci. Je ne peux pas ne pas relever donner naissance à la fin de vie. C'est la force de l'art. Ah, j'arrive. Oh là là, je me dépêche. Je vous demande de vous dépêcher si je ne le fais pas. Bon, je me suis présenté tout à l'heure. Donc, vous parlez d'accordance mère-bébé, mais il n'y a pas l'accordance père-bébé. C'est peut-être pas la même chose. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que dans le cadre de ma thèse, j'avais essentiellement des mères. Parce que à l'unité, les pères étaient bien sûr conviés, mais ils ne venaient pas. Donc, j'ai monté un dispositif en lien avec le terrain clinique dans lequel j'étais. Comme vous avez pu voir dans le film, il y a des papas qui viennent davantage, et c'est tout à fait, votre question, elle est tout à fait pertinente, parce que dans mes futures recherches, enfin mes prochaines recherches plutôt, j'envisage justement d'étudier s'il y a des différences entre un accordage mère-bébé, un accordage parent-bébé, quelles sont les particularités de l'un et de l'autre, et puis aussi un accordage triadique entre père, mère, bébé. Voilà. Madame Dallarin. Merci, oui. En discutant avec Marie-Claire, je ne sais pas, toutes les trois, si vous pourriez me répondre, mais tu m'as parlé, Marie-Claire, du mamamet, je crois, c'est ça? Le mamanet. Le mamanet, la mélopée donc, du bébé, de la maman. C'est de la maman. De la maman. C'est comment le bébé, on l'a vu avec Erika, envoie une musique, et la maman aussi s'accorde et va parler un peu plus haut, et puis un peu plus mélodiquement. Oh bébé, comment tu vas? Voilà. Ça, c'est le mamanet, c'est la voix portée par la musique. Mais Erika, elle va peut-être mieux le dire que moi encore. Alors, donc, non, j'ai écrit dans mes livres que j'aime pas les mots mamanet, pour commencer. Mais il était proposé par Anne Fernald dans les débuts des années 80, une psycholinguiste américaine, pour nommer la façon spontanée qu'on s'adresse à un bébé. Donc, on connaît les caractéristiques acoustiques des changements. Donc, on sait qu'on va employer une fréquence plus aiguë, on va changer la durée des voyelles. Donc, il y a plein de trucs techniques. Et elle a nommé ça à l'époque comme mamanet. Ça me dérange énormément parce que son idée, c'était un jeu de mots avec portugais, anglais, mamanet. Voilà. Donc, c'était Motherese. Portuguese. Voilà, elle a créé les mots mamanet comme si c'était la langue de la mère. Et c'est pas du tout ça. Peu importe qui, même les frères, la fratrie, emploient cette prosodie plus chanteuse adressant au bébé. Après, il avait des collègues. De la fonction maternelle que chacun prend autour du bébé. Non, je ne suis pas d'accord non plus, mais on n'a pas le temps là. Bon, on ne va pas rentrer dans un débat. Alors, après, il y a une idée d'échanger des mamanais et changer vers parentais, pour dire que c'était la langue parlée par les parents. C'est pas vrai non plus, parce que les bons pédiatres, ils font ça aussi. Donc, c'est pas les parentais. En plus, c'est pas vrai que les parents font ça tout le temps. La première fois que le bébé se réveille la nuit, on dit « Ah non, mais il faut dormir ». La deuxième fois peut-être, la quatrième fois, 4 heures du matin. Mais non, on ne fait pas de mamanet. Là, on dit « Écoute, il fait nuit, il faut dormir ». Donc, ce n'est pas vrai que... Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas 100% du temps qu'on s'adresse à un bébé qu'on fait cette prosodie. Donc, je n'ai pas la bonne réponse, je n'ai pas de solution. J'ai mis une note de pied de page qui fait une page. Parce que si quelqu'un a proposé encore une idée comment on pouvait nommer cette façon de parler au bébé, je suis partante. Pour l'instant, rien m'a... Oui, je suis plus d'accord que le avec nom, rien. c'est l'intentionnalité, c'est la musicalité qui est là. C'est la prosodie de la langue qui on s'adresse à l'autre de façon différente. On ne parle pas de la même façon directeur de conservatoire qui on parle avec un bébé, qu'on va parler avec un collègue. Voilà, donc c'est toujours différent. Donc on change de prosodie à chaque énoncé. Mais voilà. Et qu'est-ce qui me fait peur par rapport au mamanet, c'est que parfois on trouve des idées comme si il faut faire du mamanet.
si c'était une solution magique. Et du coup, si les parents font pas de bonne année, ils vont se sentir coupables, etc. Donc, c'est pas qu'il faut faire, c'est quelque chose qui peut-être vient de façon spontanée. Peut-être pas, et c'est pas grave. Il faut garder la dimension d'improvisation, si chère à Agnès, y compris dans sa fonction. Et André Manoukian. Relation parent-bébé. Je voulais juste réagir par rapport à ça. En tant qu'intervenant thérapeute aussi, il faut faire attention à ne pas prendre la place du parent. Parfois, nous, justement, on parle comme ça au bébé, et parfois les parents, un peu sidérés par la prématurité, vont avoir une voix plus monocorde, et donc il faut avoir beaucoup d'attention. Et donc, j'étais très touchée de lire les propos d'une musicothérapeute australienne qui va parler de, alors je ne sais pas si ça va convenir à Erika, mais de paternage ou maternage intuitif universel. Ce qui fait que, en tant qu'intervenant, on peut se sentir investi comme tu disais, d'une sorte de fonction intuitive universelle, parce qu'on l'a tous et toutes, quelque part. Et voici venu le moment de la dernière question, juste après le gong. Je ne suis pas un chef de gare méchant, moi. Monsieur Dallarin. Une question pour Stéphanie. Dans nos établissements d'enseignement artistique, on est amené à orienter un certain nombre d'élèves vers des études supérieures, vers une profession. Comment devient-on musicothérapeute ? Grande question, je vais essayer d'être rapide. En fait, au niveau européen, c'est requis au niveau master. Il y a quelques écoles doctorales au niveau européen. Il n'y en a pas en France, malheureusement, donc je ne suis pas docteur. J'en profite pour le préciser. J'aimerais bien peut-être un jour. En France, il y a un master à Paris. Et il y a 2 DU, donc diplômes universitaires, qui sont un équivalent master. Donc, c'est des études assez longues, enfin en principe 2 à 3 ans après la licence, et qui ne sont pas reconnus encore comme master, mais c'est un petit peu l'idée en fait. Donc soit on vient d'une licence de sciences humaines ou autre, ou de la musique, pédagogue, etc. Et ensuite on rejoint un cursus de musicothérapie. Dans certains pays européens, on commence dès après le bac et full-time, 5 ans, musicothérapie. Voilà. Et c'est encore à développer en France, davantage. Donc, je remercie les personnes qui sont en ligne aussi, qui suivent avec nous cet événement ici à Chantilly. Et nous nous retrouvons dans 20 minutes après une pause. Et on peut vraiment remercier et saluer chaleureusement le travail fait. Merci Marie-Claire Reppel.